Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a parrainé aujourd'hui l'ouverture de la 12e réunion du comité directeur et du 8e colloque international du FIGE. Et dans l'actualité internationale, en Grande-Bretagne, Boris Johnson obtient la confiance des députés conservateurs. Bonsoir à tous. Le 8e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées et la 12e réunion du comité directeur connu sous son acronyme FIGE se sont ouverts ce matin au Djibouti Palace Kempinski avec une thématique sur la gouvernance et performance publique. Il a été question des moyens de renforcer les missions des institutions supérieures de contrôle contribuant à la bonne gouvernance afin d'améliorer la performance des organisations publiques. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre et l'inspecteur général de la République et secrétaire exécutif du FIGE. Ces assises de 3 jours serviront de laboratoire d'idées sur des problématiques qui porteront sur les évaluations et caractéristiques de la gouvernance, les différentes valeurs et outils de pilotage de la performance ainsi que le partage et analyse de bonnes pratiques et aussi la corrélation entre la lutte contre la corruption et la performance seront donc abordées à travers la prévention et la mise en œuvre des investigations avec des exemples concrets. Et en d'autres termes, le FIGE a pour mission d'adapter donc les institutions publiques à un environnement en constante mutation afin de poursuivre leur acheminement vers la modernité et la performance pour espérer atteindre les objectifs désignés. Ces 8e assises prennent enfin un relief particulier. Elles sont organisées à la veille du 45e anniversaire de l'indépendance de Djibouti et elles soulignent dans ce contexte la très haute priorité que le président de la République et le gouvernement de Djibouti accordent à l'efficacité, à la probité et à la transparence de l'action publique. Et à présent, je vous propose de suivre les interventions des hauts responsables de l'Union européenne et de la Mauritanie. L'OLAF tient à remercier le président de la République de Djibouti de favoriser sous son patronage l'organisation par l'inspection générale de l'État de la 12e réunion du comité directeur ainsi que le 8e colloque du FIGE sur le thème gouvernance et performance publique. L'Union européenne, par le biais de la Commission européenne, en tant que donatrice, n'est pas d'un côté de donner d'un côté et reprendre de l'autre, mais doit cependant, entre autres, par son pouvoir d'exécution qui lui est conféré, assurer les citoyens que les moyens qu'elle octroie ne sont pas déviés de leur finalité. C'est la raison pour laquelle, en tant que partenaire, nous comptons aussi sur vous dans la coopération et l'échange d'informations. C'est à la faveur des réunions du comité directeur, des colloques du FIGE et de son centre de formation l'IFIGE que s'expriment les volontés des membres participants à vouloir performer dans ce sens. L'OLAF est honoré de participer aux travaux du FIGE lors de son 8e colloque et de pouvoir partager son expérience en matière de prévention de la fraude et sa méthodologie d'enquête avec les membres participants. Le FIGE, qui a été créé à Djibouti il y a un peu plus de 16 ans, à l'initiative des 5 inspections générales, compte aujourd'hui 26 membres issus de 20 pays. Il a pour objectif d'instaurer une coopération entre les institutions supérieures de contrôle des pays afin de développer l'échange des bonnes pratiques et améliorer les compétences dans la prévention et la lutte contre la corruption. Cette heureuse initiative n'aurait pas survécu
sans l'appui constant de nos gouvernements et du vôtre en particulier, Monsieur le Président. Ce 8e colloque sera pour nous l'occasion de discuter des liens entre gouvernance et performance et de partager nos expériences respectives dans ce domaine. Il nous permettra aussi de dégager des pistes pour que nos missions de contrôle intègrent davantage cette dimension afin que nos recommandations permettent une amélioration de la gouvernance et donc des performances des entités publiques, synonymes de plus d'efficacité, de responsabilité, de transparence, de prospérité et de cohésion sociale. Je ne saurais terminer ce mot sans remercier les partenaires du FIGE, en particulier l'Office européen de lutte antifraude OLAF, qui nous a constamment accompagnés. Je remercie aussi toute l'équipe du secrétariat exécutif du FIGE pour l'excellente préparation de ce colloque, en particulier mon frère Hassan Issa Sultan, secrétaire exécutif du FIGE, pour son leadership et ses efforts continus de recherche et d'extension du partenariat, sans lesquels le FIGE ne serait sans doute pas ce qu'il est aujourd'hui. Et de son côté, l'inspecteur général et secrétaire exécutif du FIGE a indiqué que le FIGE est une organisation qui a pour objectif de contribuer au développement et à la mise en œuvre de normes professionnelles et organisationnelles en ce qui concerne les pratiques des métiers d'inspection, d'investigation, d'audit et d'évaluation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais commencer mes propos en vous remerciant d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence aujourd'hui pour le lancement des travaux de la 12e réunion et du 8e colloque international. Notre organisation a consacré ses 6 années d'existence à la consolidation de ses organes, à l'élargissement de son réseau et au renforcement de ses capacités d'action pour l'atteinte de ses objectifs. Aujourd'hui, elle compte 26 institutions membres ici de 20 pays. Par ailleurs, le FIGE s'est doté d'un institut dédié à la formation des auditeurs et des institutions membres afin d'avoir une indépendance sur le plan du cursus et du curriculum et se démarquer des institutions de formation classiques. Cet institut dénommé IFIGE se distingue par la qualité de ses formations et l'expérience indéniable des formateurs issus de divers horizons et spécialisés particulièrement en audit du secteur public. Enfin, le FIGE a développé des partenariats stratégiques avec l'Office européen de lutte antifraude et la Direction générale du développement de coopération DEVCO. D'ailleurs, c'est grâce à l'intermédiaire du FIGE que plusieurs institutions membres ont conclu des arrangements administratifs avec l'OLAF. Ces arrangements permettent à l'OLAF de solliciter l'assistance de l'inspection générale d'État concernée lorsque l'OLAF enquête sur une suspicion de fraude sur l'utilisation des fonds européens dans un pays. À l'ordre du jour de cette 12e réunion du comité directeur, qui démarrera après la cérémonie d'ouverture, plusieurs points importants seront à l'ordre du jour. L'examen et l'approbation des rapports d'activité et des comptes financiers des années 2021, la préparation de la 10e réunion du groupe pilote et la préparation des travaux de la 8e Assemblée générale du FIGE et du 9e colloque international. Nos travaux se poursuivront mercredi et jeudi avec les assises du 8e colloque qui aura pour thème « Gouvernance et performance publique ». Depuis la création de notre organisation, nous avons fait le choix d'associer, chaque fois que possible, les réunions statutaires du FIGE avec l'organisation d'un colloque international regroupant des invités de divers horizons et d'experts pour discuter d'un sujet d'actualité en phase avec les objectifs et missions de notre organisation et de nos institutions membres. Et le moment tant attendu donc de cette journée hautement importante fut l'allocution officielle du président de la République. Le chef de l'État a indiqué donc dans son discours que le Forum des inspections générales d'État est une organisation panafricaine créée avec l'appui du gouvernement de Djibouti et qui avait pour ambition de devenir un acteur incontournable de la réflexion évaluative et prospective en matière de gestion publique. On écoute le discours du chef de l'État. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir pour moi d'être avec vous en cette circonstance solennelle de l'ouverture des travaux de la 12e réunion du comité directeur et du 8e colloque international du Forum des inspecteurs généraux d'États d'Afrique et institutions assimilées. À cet égard, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos hôtes distingués, inspecteurs généraux des différents pays membres du comité directeur du FIGE
et des représentants des autres institutions présentes à Djibouti pour participer à ces travaux. Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir ici, à Djibouti, à la veille du 45e anniversaire de notre indépendance, un moment charnière de l'histoire de notre République. Mesdames et messieurs, le Forum des inspecteurs généraux d'État est une organisation panafricaine créée à Djibouti en 2006 avec l'appui du gouvernement de la République de Djibouti et qui avait pour ambition de devenir un acteur incontournable de la réflexion évaluative et prospective en matière de gestion publique. Aujourd'hui, 16 ans après sa création, le FIGE a atteint ses ambitions et cela constitue pour nous une source de fierté puisque son siège est à Djibouti et l'inspecteur général de l'État de Djibouti assure la fonction de secrétaire exécutif. Mesdames et messieurs, j'ai voulu être présent à vos côtés ce matin à la cérémonie d'ouverture de vos travaux, car vous avez retenu pour ce 8e colloque international le thème de gouvernance et performance publique auquel je suis particulièrement attaché. La gouvernance et la performance publique sont au cœur des préoccupations de mon gouvernement, car la bonne gouvernance permet d'avoir une administration et des services publics désormais performantes, capables de servir efficacement les citoyens. Le gouvernement de la République de Djibouti s'est attaché depuis plusieurs années à moderniser son administration et ses services publics, renforcer tant la gouvernance de nos institutions que leur fonctionnement pour une plus grande efficacité au service des citoyens. Mais bien sûr, beaucoup reste à faire pour améliorer sans cesse notre secteur public. La généralisation des principes de bonne gouvernance permet de surmonter ces nombreux défis en évitant tout abus ou dérive. Parmi les principes de gouvernance, nous pouvons citer l'état de droit, la transparence, l'accès à l'information, la bonne gestion financière, la responsabilité, l'efficacité, l'efficience et la réactivité. Un des principes fondamentaux de la bonne gouvernance est la responsabilité qui demeure un gage de sécurité et de redevabilité des dirigeants de l'administration et des organisations publiques. Rendre compte est essentiel pour l'évaluation des actions posées et l'efficacité de la gestion financière des deniers publics. Rendre compte garantit la bonne utilisation des ressources publiques et l'atteinte des objectifs de développement. C'est pourquoi le principe de responsabilité reste une priorité dans la gestion des affaires publiques. Les différentes administrations et entreprises publiques seront soumises à une évaluation plus régulière de leurs performances. Chaque responsable public devra avoir à l'esprit qu'il assumera pleinement les conséquences chaque fois que des actes de mauvaise gestion, d'abus ou de fraude ressortiront des missions de contrôle et d'inspection. Et poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien a indiqué que notre administration doit être plus performante et intégrer les principes d'efficacité et d'efficience dans sa gestion. Une administration efficiente dépasse la simple capacité à atteindre des résultats en mettant en balance les moyens utilisés. Réécoutons le président Guelleh. Mesdames et messieurs, avec les bouleversements économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires que connaît notre planète, il est devenu plus qu'urgent de s'approprier les défis auxquels nos populations font face. Il faudra donc trouver les meilleurs moyens pour anticiper les difficultés à venir afin de mieux préparer
l'administration et les institutions étatiques à s'acquitter convenablement de leur mission au service des citoyens. Par conséquent, notre administration doit être plus performante et intégrer les principes d'efficacité et d'efficience dans sa gestion. Une administration efficiente dépasse la simple capacité à atteindre des résultats en mettant en balance les moyens utilisés. Elle correspond à une optimisation de ces moyens au regard des résultats à atteindre. Cette logique n'est traditionnellement pas celle d'une structure comme l'administration centrale qui doit remplir une mission coûte que coûte, mais davantage celle d'une entreprise privée, dont le but est d'exercer une activité économiquement rentable. C'est pour cela que toutes nos entreprises publiques doivent mettre en place ces principes d'efficacité et d'efficience en négociant au plus tôt avec l'État des contrats de performance, avec des objectifs et des critères clairs, comme cela a été énoncé dans la vision 2035. Mesdames et messieurs, la mission de l'Inspection générale d'État est au cœur de toutes les orientations que je viens de citer, car elle a pour mission de promouvoir la bonne gouvernance et le renforcement de la performance de la gestion publique. Depuis sa création, l'Inspection générale d'État de Djibouti a entrepris des missions d'audit, de contrôle et de conseil qui ont eu un impact significatif dans la modernisation de l'État, et nous continuerons à prendre les dispositions nécessaires pour renforcer encore plus son indépendance et ses moyens d'action pour accroître ses résultats. Mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, la performance et la probité des acteurs publics se révèlent comme des facteurs essentiels de développement. Votre mission contribue fortement au développement de nos pays respectifs, en luttant contre les pratiques illicites, la corruption, mais aussi en favorisant une culture de performance et de transparence. Vous contribuerez à une grande efficacité de l'utilisation des ressources publiques. Vous êtes la vigie de l'action du gouvernement et de la puissance publique. Votre mission est difficile, mais elle est nécessaire. Nous comptons donc sur votre professionnalisme et votre engagement. Je déclare donc ouvert les travaux de la 12e réunion du comité directeur et du 8e colloque international du FIGE et vous souhaite plein succès. Je vous remercie. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe a pu recueillir les réactions des participants que voici. Il s'agit vraiment d'un thème très important au niveau vraiment de ce comité de directeurs pour essayer de revoir quelles sont les stratégies que nous pouvons avoir, surtout au sujet de la bonne gouvernance et de la performance dans nos administrations et dans nos entités publiques. Mais il ne faut pas l'oublier que nous sommes là en tant qu'Inspection générale d'État pour promouvoir la bonne gouvernance et aussi pour s'assurer du renforcement et de l'évaluation des performances dans les administrations publiques et dans les entités publiques. Parce qu'une gestion, une bonne gouvernance peut nous assurer une certaine efficience dans l'accès aux services qu'attendent les populations. Mais les nouveaux objectifs, c'est essayer toujours de rendre un peu plus transparent, que la responsabilité soit engagée de ceux qui gèrent l'administration et les finances de l'État et qu'ils puissent rendre compte efficacement de manière à ce que tout ce qui a été géré, tous les fonds que vous avez pu gérer puissent être transparents, que la transparence puisse être à l'honneur pour essayer un peu de rendre les services plus efficients au bénéfice de nos populations.
Dans l'actualité également, sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, a eu lieu hier au Djibouti Palace Kempinski un forum sur le capital humain. Des cadres djiboutiens issus des départements concernés par la thématique, des représentants de la société civile, du secteur privé, de l'Université de Djibouti et nombre de jeunes intéressés par le sujet ont pris part à ce colloque d'importance capitale quant à l'avenir de la jeunesse du pays. Ce forum de haut niveau, conjointement organisé par le gouvernement et la Banque mondiale, permettra d'échanger sur l'importance de renforcer le capital humain à Djibouti en investissant dans la jeunesse et bâtir un avenir meilleur. 3 éléments fondamentaux mis ensemble forment le capital humain. Il s'agit de l'acquisition des compétences, des expériences et des savoirs probants. Ce forum fut également l'occasion d'échanger sur les réalisations et les nouveaux défis auxquels Djibouti fait face pour construire la société de demain, le Djibouti du futur. Inscrit dans la vision 2035, le développement du capital humain constitue une priorité pour le gouvernement de Djibouti qui, pour accroître l'équité et accélérer aussi la croissance économique du pays, intensifie l'investissement sur la population. Le projet sur le capital humain est un effort mondial visant à accélérer les investissements dans les personnes pour une plus grande équité et une bonne base de croissance économique. À ce jour, 83 pays de tous les niveaux de revenus travaillent avec le groupe de la Banque mondiale sur des approches stratégiques pour améliorer le capital humain. Djibouti a été l'un des premiers pays à rejoindre le projet de capital humain. Des pays à haut revenu comme le Japon, Singapour sont également membres du projet car ils reconnaissent l'importance d'investissements soutenus dans le capital humain pour l'avenir du travail. Cette réunion du haut niveau démontrait davantage cet engagement ferme du gouvernement en faveur du capital humain dans un esprit de collaboration et de coopération. Cette rencontre nous offre l'occasion de réfléchir sur les priorités, de promouvoir l'importance d'agir ensemble et de convenir sur un agenda précis et multisectoriel. Et prenant la parole à son tour, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité a indiqué que ce forum permettra d'échanger sur l'importance de renforcer le capital humain à Djibouti en investissant dans la jeunesse. On l'écoute. Sous le thème « Investir dans la jeunesse de Djibouti pour bâtir un avenir meilleur », cette deuxième édition du Forum national sur le capital humain cadre bien avec les ambitions qui sont les nôtres et qui visent à faire sortir progressivement les Djiboutiens de la pauvreté, de renforcer les capacités productives de tout un chacun et d'accroître la compétitivité de notre économie. Ce contexte que nous traversons n'est pas sans intérêt, après avoir essuyé une crise sanitaire sans précédent qui a freiné toutes les activités économiques, fermé les écoles, mis à mal notre système sanitaire, augmenté le chômage et la perte d'emploi. Il nous offre toutefois l'occasion de changer le paradigme et de passer en revue nos politiques, de nos stratégies spécifiques dans différents secteurs pour une meilleure résilience. L'un des objectifs de ce forum est également de dégager des pistes de réflexion pour créer des conditions favorables au renforcement du capital humain et de proposer un plan d'action conjoint entre les différents secteurs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, outre sa position géostratégique, Djibouti n'a de richesse que sa population, ses femmes et ses hommes. Nous nous devons de les exploiter au mieux. Le capital humain recouvre l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique. Les politiques relatives à la famille, l'aide sociale, la santé ont une influence déterminante dans l'acquisition du capital humain.
L'éducation n'en reste pas moins le pivot de la formation du capital humain qui le place au cœur des analyses du capital humain. Par éducation, bien sûr, nous entendons la formation initiale, mais la notion du capital humain peut s'étendre également aux apprentissages et à la formation continue. Cette définition du concept du capital humain montre clairement son caractère multidimensionnel. Ainsi, investir sur le capital humain est gage d'une réussite économique et sociale. C'est pourquoi tous les pays s'accordent à donner une place prépondérante à l'investissement du capital humain dans leur politique de développement économique et social. Pour Djibouti, selon sa vision 2035, la consolidation du capital humain tient dans le 4e pilier du plan national de développement Djibouti ici et est transversal. Ainsi, dans toutes les politiques ou stratégies sectorielles, on retrouve la notion de capital humain et une prise en compte budgétaire. Écoutons à présent l'intervention également qui a pris part à cette cérémonie du ministre de l'économie et des finances chargé des industries. Et nous reviendrons donc sur cette intervention, clôturant donc la série des interventions durant cette journée, cette rencontre sur le capital humain. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est réjoui de sa participation à cette importante journée. On l'écoute. Ce forum de haut niveau, conjointement organisé par le gouvernement et la Banque mondiale, permettra, comme déjà cité par les précédents intervenants, d'échanger sur l'importance de renforcer le capital humain à Djibouti et en investissant dans la jeunesse pour bâtir un avenir meilleur. 3 éléments fondamentaux mis ensemble forment le capital humain. Il s'agit de l'acquisition des compétences, l'acquisition des expériences et des savoirs probants. Pour notre part, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a placé, dès son accession à la magistrature suprême, l'investissement dans le capital humain au cœur de sa politique et de sa stratégie de développement pour Djibouti sur le long terme. À cet égard, nous avons priorisé et consenti, malgré nos ressources limitées, beaucoup d'efforts et de moyens dans des secteurs clés comme le système éducatif, en développant les infrastructures nécessaires pour favoriser la scolarisation pour tous, avec un focus particulier sur celle des jeunes filles dans les régions reculées, en fournissant un enseignement de qualité à travers un meilleur recrutement des enseignants, la production d'outils pédagogiques adaptés à notre pays, en développant et diversifiant l'offre de l'enseignement supérieur. D'abord, le secteur de la santé a été également renforcé, notamment en construisant des infrastructures sanitaires en nombre et en qualité, en introduisant l'assurance maladie universelle, diversifiant également l'offre et la qualité des soins. L'accès à l'emploi est plus que jamais soutenu en développant des offres de formation diversifiées et en adéquation avec le marché du travail. Notre ambition se situe désormais au-delà de nos capacités portuaires. L'accumulation judicieuse du capital humain permettrait en effet des gains de productivité favorables à la croissance et à l'emploi. Enfin, afin de ne pas laisser personne sur le bord de la route, je cite le chef de l'État, et plus particulièrement nos populations les plus vulnérables, des programmes, des filets de sécurité sociaux novateurs sont développés par le ministère de la Solidarité, comme l'accès aux soins à travers le programme PASS, l'autonomisation des ménages, les pratiques sociales essentielles et le programme de transfert monétaire, pour ne citer que cela.
Dans l'actualité, toujours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier, en fin de matinée à la primature, le nouveau maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud. La visite du nouveau maire donc, à la primature s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les hautes autorités de l'administration de l'État. Le visiteur de marque a fait une brève présentation des membres de son cabinet auprès du Premier ministre. Et le Premier ministre et le maire ont convenu l'organisation d'une rencontre entre les établissements publics et la mairie de Djibouti pour une meilleure coordination de la gestion de la ville. Le Premier ministre a exhorté le maire et sa délégation de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités auprès du peuple djiboutien. Et le maire a remercié à son tour le Premier ministre pour son accueil chaleureux. Et la rencontre a vu la participation des présidents des 3 communes de la capitale, des élus et de la directrice de la communication à la primature, ainsi que des proches collaborateurs du maire. Le président de la Banque africaine de développement a visité l'une des sous-stations d'interconnexion de Djibouti distribuant l'électricité importée de l'Éthiopie voisine. À son arrivée, il a été accueilli par le directeur général de la direction de l'électricité de Djibouti, Jama Ali. Il a reçu donc une visite guidée des lieux. Le directeur de l'EDD a de long, large expliqué le fonctionnement de tout le système. La BAD a investi 60 millions de dollars dans la première interconnexion électrique avec l'Éthiopie pour transmettre un total de 320 MW. Djibouti a approché la banque pour un investissement similaire afin de distribuer une ligne supplémentaire de 320 MW de Samara en Éthiopie vers Nagar à Djibouti sur une distance de 192 km. La BAD a fourni 20 millions de dollars pour l'exploration géothermique autour de la région du lac Assal. Le forage et les essais du projet sont terminés. La banque discute actuellement avec Djibouti de la construction de la première centrale solaire qui produira jusqu'à 15 MW d'électricité. Cette centrale fera partie de l'initiative Desert to Power de 20 milliards de dollars financée par la banque qui fournira de l'électricité à 250 millions de personnes dans 11 pays. Dans le cadre des épreuves du baccalauréat session 2022, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son collègue en charge de la décentralisation, Qassim Haroun, se sont rendus aujourd'hui dans la région d'Obok pour s'enquérir du déroulement des épreuves du bac 2022 dans la capitale historique de Djibouti. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la politique de rapprochement de l'offre d'enseignement de la population partout sur le territoire national. C'est aussi l'occasion de constater de visu la consécration d'une étroite coopération entre le MENFOP et le ministère de la décentralisation. À Obok, quelques 79 candidats se présentent aux épreuves du baccalauréat. Ces élèves issus de la ville d'Obok et des localités composent des épreuves auprès de leur famille, loin des difficultés et du stress liés au déplacement vers la capitale comme il en fut autrefois. La délégation a été accueillie sur l'embarcadère par les autorités locales. Les officiels se sont rendus ensuite vers le centre d'examen installé au sein du lycée d'Obok. Et les 2 ministres et leur suite ont pu apprécier le travail préparatoire minutieux de la forte implication du comité mixte MENFOP, ministère de la décentralisation, pour les préparatifs du bac 2022. Écoutons les réactions à présent des 2 présidents des régions du nord du pays, notamment M. Omar Hussein et M. Mohamed Ahmed Ismail. Aujourd'hui, je vais exprimer c'est la satisfaction de la population, des mères et des parents qui autrefois envoyaient leurs élèves à Djibouti pour passer les examens. C'était un grand soulagement pour eux et aussi pour la région parce qu'il y a un poids lourd. Les élèves en allant à Djibouti avaient des difficultés énormes sur le plan accueil, sur le plan transport, ce qui faisait aussi qu'il y avait des ratés dans les examens, le stress étant important. Aujourd'hui, sincèrement, nous remercions le ministre de l'Éducation et son collègue d'avoir permis à tous ces élèves et à tous ces parents de profiter du bac à Tadjoura. Je crois que c'est un très grand pas dont nous voulons aussi que la poursuite se fasse. Les conditions des examens se passent très bien. Les élèves sont tous présents. Les enseignants sont tous présents et
l'équipe qui dirige les examens sont aussi performants et à l'écoute. Je remercie surtout les responsables de nous avoir donné cette occasion à nos élèves, aux parents de nos élèves, de passer chez eux l'examen si attendu. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Donc, le préfet a dit l'essentiel. Et je me joins au préfet également pour vraiment saluer cette initiative qui est de décentraliser le baccalauréat. Nous on s'est rappelé à l'époque, quand on était étudiants, donc il fallait aller sur Djibouti. C'était tout un calvaire là. Aujourd'hui, vraiment, à entendre les réactions des parents d'élèves qui sont concernés, donc vraiment, c'est une très grande chose. Et en leur nom et au nom de la région, on voudrait également vous témoigner notre gratitude. Donc au ministre de l'Éducation qui a vraiment suivi cette initiative, et au ministre de la décentralisation également qui s'est également battu pour que cette initiative aboutisse. Aujourd'hui, le préfet l'a dit, Obok, la seule région qui n'a pas des élèves qui viennent de l'arrière-pays, c'est tout notre combat. Mais déjà, pour ceux qui étaient au lycée à Obok et qui passaient à Djibouti, c'était vraiment très très difficile. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, ils sont chez eux. Ils sont dans un établissement où ils ont fait leur scolarité. Donc ils ne sont pas dépaysés. Et voilà, donc les choses se passent bien. Et à présent, je vous propose de suivre les propos du préfet de la région de Bok. En tout cas, je ne saurais que remercier l'équipe de l'éducation qui a pensé, parce que mettre ça en place, je sais que ce n'est pas évident. Et vous avez conjugué, comme vous avez dit tout à l'heure, au cours des chemins, votre collègue aussi vous a accompagné pour faciliter. Et je sais qu'eux aussi, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et c'est un travail d'équipe et nous avons aujourd'hui ces résultats. Merci infiniment au nom de la région, au nom des autorités d'Obok. Voilà. Et le ministre délégué à la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a indiqué donc que toutes les conditions ont été réunies pour un déroulement des épreuves du bac session 2022. La première fois que les élèves des 5 régions passent leur bac chez eux. Pour passer le bac, ils venaient à Djibouti, dans la capitale, et accompagnés de leur famille. Et là, il y avait des problèmes qu'ils rencontraient, problèmes de logement, problèmes de restauration, et surtout problèmes de recherche de local, de salles d'examen. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est la volonté du président de la République de décentraliser les bacs pour que les élèves passent leur bac dans la sérénité et dans la tranquillité. Et enfin, clôturons la série d'interventions. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, a félicité les équipes qui ont travaillé pour le succès de cette belle opération. Il a souligné comment l'éducation nationale est entrée dans une ère nouvelle où les populations reçoivent l'offre d'éducation chez elles. On l'écoute. Mon collègue et moi-même, nous avons, avec nos équipes, entamé depuis hier vraiment une course pour superviser les différents centres de passation du baccalauréat dans la région de l'intérieur, pour voir de visu vraiment le déroulement des épreuves. On a été agréablement surpris de voir déjà les responsables des régions qui sont engagés, qui sont bien sûr aux côtés des proviseurs, aux côtés des hauts cadres du ministère, aux côtés des différentes personnes directement responsables de l'organisation du baccalauréat, que ce soit à Dekhil, à Al-Sabi, à Akhta, à Tadjoura ce matin et à Obok. On voit vraiment, alhamdoulilah, que tout le monde, quelque part, a pris cette affaire à cœur. Ça a été un succès. Les candidats des régions de l'intérieur passent dans les meilleures conditions. Ces 2 jours, nous sommes vraiment très satisfaits. Et comme je disais, les épreuves se déroulent dans le calme. Je remercie en même temps la sécurité, bien sûr la gendarmerie et la police qui assurent également le convoi également des sujets. Je remercie également la garde-côte pour les régions du Nord qui déplace, qui ramène les copies, mais également qui ramène les sujets. Et vraiment, je voulais vraiment leur dire un vif remerciement au colonel Ouaïs,
qui nous facilite énormément la logistique pour la région du Nord. Un autre élément qui, quelque part, fait partie de la réussite de ce baccalauréat, c'est la sécurité. La sécurité des sujets, c'est la sécurité à l'intérieur de l'établissement, c'est la sécurité à l'extérieur, et c'est également veiller à ce que, bien sûr, la surveillance se fasse également dans les meilleures conditions. Nous restons dans le nord du pays. La ville blanche, Tadjoura, a eu l'honneur d'organiser un événement haut en couleur, une première dans l'histoire également de la santé djiboutienne, celui de lancement du symposium de la santé. C'est sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, que le lancement du symposium de la santé a eu lieu dans la région de Tadjoura, un événement pour les professionnels de la santé ainsi que pour toute autre personne venue en masse pour honorer donc de sa présence cette journée hautement symbolique. Ce symposium de la santé va sans doute permettre d'évaluer les réalisations et perspectives de la santé, de discuter également des voies et moyens, de créer une plateforme susceptible de renforcer et de doter notre pays d'un système de santé fort et équitable et décider au plus haut sommet de l'État. Ce symposium de la santé constitue un terrain propice d'échanges inclusifs et de débats constructifs afin de doter notre pays d'un système de santé résilient et équitable à l'horizon 2030. L'objectif général de ce symposium est de mettre en place des plateformes susceptibles d'organiser des consultations publiques à travers des ateliers thématiques dans le but d'identifier les réformes sanitaires nécessaires, de donner la parole à la société civile, aux locales, aux chefs coutumiers ainsi que les religieux afin que ces derniers puissent exprimer leurs doléances et soulever les problématiques relatives à la santé et atteindre la couverture de santé universelle à Djibouti. Soigner chez eux dans les meilleures conditions. Celui-là, ça connaît les guetimnam togori doctorat, doctorat Ambiance similaire également cette fois-ci dans la région d'Obok où le ministre de la Santé accompagné de la secrétaire d'État aux investissements s'est rendu au centre médico-hospitalier de la région d'Obok pour assister donc à la réception d'un important lot de médicaments et autres produits pharmaceutiques qui sont destinés à toutes les structures de santé publique de la région. Le ministre de la Santé a effectué cette commande de médicaments, donc de produits de qualité en quantité suffisante pour constituer un stock stratégique répondant aux besoins prévisionnel de l'ensemble des structures sanitaires. Le ministre a rappelé les priorités de son département pour assurer l'approvisionnement et la disponibilité des médicaments à tout moment et en tout lieu. Et le ministre a également appelé les différents responsables à faire bon usage, donc à travers une gestion rationnelle des médicaments. Il a également indiqué que les prochaines commandes sont déjà lancées dès à présent afin d'anticiper ces problèmes logistiques et éviter les pénuries de médicaments. Et cette tournée s'inscrit dans le cadre du symposium régional dont le symposium national a été lancé au niveau du Djibouti par le Premier ministre Abdelghadr Kamil Mohamed. Donc l'idée étant que la santé soit au cœur de la discussion de la communauté et vraiment c'est cet aspect qui nous a plu dans cette initiative et à cet égard, en ma qualité de président du conseil régional, je voudrais sincèrement remercier les ministres initiateurs de ces programmes. C'est un travail qui va durer 4 jours, auquel nous avons convié la quasi-totalité des représentants de la région de Boko, que ce soit au niveau des ministères sectoriels, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des autorités coutumières et des élus locaux également. Et l'idée étant que la communauté s'exprime et puisse dire exactement là où vraiment il faut mettre l'accent sur l'amélioration de la santé au niveau de la région de Boko. Et ce travail sera continu jusqu'à 4 jours. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Benouita. Je remercie tout d'abord en premier lieu le ministre de la Santé qui a organisé cet événement. Associer les régions déjà dans le souci de la santé, c'est une chose. D'habitude, on organisait cet événement à Djibouti, mais il a souhaité décentraliser, faire ça dans chaque région. C'est une nouveauté et je les remercie sincèrement parce que déplacer tous ces gens-là vers Djibouti, c'était difficile pour nous. Le fait
qu'on nous associe dans les priorités de la santé et qu'on puisse avoir les informations, les échanges que vous allez avoir durant ces 4 jours. Le plus important, c'est qu'il y ait des échanges constructifs et qu'on puisse améliorer l'état de santé de notre population, de la population surtout ici au Bokoise. Il faut qu'on se focalise sur les différentes problématiques de la santé et vous serez encadrés par des gens qui sont là et qu'on puisse avoir des apports positifs pour que la santé, où elle est, il faut qu'on évolue. Certainement jusqu'à 2030. Aujourd'hui, on est 2022, ça va évoluer chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'année prochaine? Ainsi de suite. Donc, c'est pas à pas qu'on peut avancer. Dans ce sens, on aimerait avoir la contribution de tout le monde et l'intention de tout le monde. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, le ministre est là et la ministre aussi pour lancer les symposiums, mais les discussions doivent continuer et nous demandons votre sérieux par rapport à ça. Et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a dans son intervention rappelé que le système de santé à Djibouti a évolué à tous les niveaux, et ce depuis les années 99. Il a ensuite remercié le président de la République pour son soutien quant à l'organisation de ce symposium. Le monde est en train de changer. Le monde n'est pas le même. Chaque année qui passe, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. La maladie change. Les maladies de façon générale changent. Et surtout depuis l'avènement du Covid-19 et depuis l'avènement du réchauffement climatique, le ministère de la Santé ou bien Djibouti fait face à de nouvelles maladies. Et donc notre système de santé doit s'adapter à ce nouveau changement. Pour avoir un système de santé fort, résilient, mais également un système de santé qui est accessible à tout le monde et un système de santé qu'on peut trouver partout, un système de santé de qualité, nous avons besoin de réfléchir. Mais de réfléchir ensemble. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui réfléchit. La science n'appartient pas à une ou deux personnes. L'intelligence n'appartient pas à une ou deux personnes. Il y a ici des gens qui sont présents, aussi, voire même plus intelligents que toutes les personnes qui sont à Djibouti. C'est pour ça que nous avons besoin de vous pour réfléchir à mieux avancer le système de santé. La santé n'appartient pas à une ou deux ou trois personnes. La santé appartient à tout le monde. Nous sommes tous bénéficiaires de la santé. Moi, je suis bénéficiaire de la santé. Vous, vous êtes bénéficiaire de la santé. Si demain vous êtes malade, vous allez vous soigner dans un centre de santé, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Mais pour avoir un système de santé qui est accessible, qui est de qualité et qu'on trouve partout, nous devons travailler ensemble. Et enfin, à l'instar des autres corps de l'armée nationale installés dans toutes les régions du pays, le régiment interarmes de Dikil, sous les ordres du colonel Ibrahim Youssouf Drar, a célébré le 45e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes sous une ambiance digne et festive en présence des autorités et la population de la région de l'Unité. C'est devant donc la caserne de Dikil que les festivités du 45e anniversaire se sont déroulées en présence d'une foule autour du site de cérémonie. Et donc, dans ce camp Harbi, l'anniversaire des FAD a débuté par la revue habituelle et solennelle des troupes des soldats effectués, accompagnés des autorités de la région.
À l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, je tiens à vous remercier et vous exprimer ma reconnaissance et mon estime à vous qui servez avec dévouement la République de Djibouti. La cérémonie du 6 juin est pour nous un moment de bilan et de réflexion afin de définir nos objectifs et nos priorités pour une projection vers un avenir que l'on souhaite toujours meilleur. Nos forces de défense et de sécurité poursuivent les efforts qu'elles mènent au quotidien pour défendre l'intégrité du territoire et assurer la sécurité et la protection de nos concitoyens. Au cours de ces dernières années, des opérations de ratissage se sont succédées dans les régions de l'intérieur et au long de nos frontières. Alhamdoulilah, malgré la rigueur du terrain et les moyens limités, ces missions ont été menées avec succès. C'est pourquoi j'adresse mes vives félicitations et mes remerciements au régiment des FAD et aux unités des forces de sécurité du pays ayant pris part à ce travail remarquable. Et le moment fort de cette journée fut naturellement la traditionnelle parade militaire commémorant le 45e anniversaire des forces armées djiboutiennes de la région de Dikil. Regardez.